Une rencontre inattendue. Gaspard de Villefort s'assoit lentement dans son bureau encombré de livres anciens. Depuis plusieurs années, il consacre son travail à l'étude des Néphilim, ces mystérieux géants que certaines traditions évoquent comme des êtres à la fois célestes et terrestres. Sa passion pour le sujet remonte à un soir d'hiver, lorsqu'un manuscrit oublié dans une bibliothèque régionale lui révéla des pistes insoupçonnées. Gaspard sait que les Néphilim fascinent par leur ambiguïté. Sont-ils des créatures mythiques, des symboles religieux ou des témoins de civilisations disparues? Il se demande souvent jusqu'où son enquête pourra aller sans sombrer dans la légende. Héloïse Blanchet, experte renommée en manuscrits anciens, rejoint Gaspard à son bureau. Son regard curieux scrute un parchemin aux inscriptions délavées par le temps. Elle apporte souvent avec elle des connaissances précises sur des textes oubliés qui aident à comprendre les récits autour des Néphilim. Héloïse explique que certains codex mésopotamiens mentionnent des êtres d'une stature extraordinaire, décrits comme issus de l'union entre des anges et des mortels. Ces récits, bien que fragmentaires, contiennent des détails troublants qui renforcent la possibilité d'une réalité historique derrière ces légendes. Thibault Lévesque, sceptique assumé, entre dans la pièce avec son air réservé habituel. Il s'installe près d'eux, non sans exprimer ses doutes. Selon lui, l'histoire des Néphilim relève largement de la mythologie et de l'interprétation erronée de textes anciens. Il met en garde contre la tentation de vouloir attribuer une réalité physique à ces géants, soulignant le risque de confondre symboles et faits historiques. Néanmoins, il admet que le mélange d'éléments surnaturels et terrestres dans ces récits mérite une analyse rigoureuse, surtout à la lumière des découvertes archéologiques récentes. Alors que les discussions s'intensifient, Maël Roubaud, qui connaît bien les traditions orales locales, rejoint le groupe. Il relate des légendes transmises depuis des générations dans sa région natale. Selon lui, les histoires parlent souvent de géants bâtissant des ouvrages impressionnants, disparus depuis longtemps. Maël insiste sur l'importance de considérer ces témoignages populaires comme des fragments d'une mémoire collective, possiblement basés sur des événements réels déformés par le temps et la transmission orale. Il rappelle que parfois, la frontière entre mythe et réalité s'avère plus fragile qu'on ne le croit. Isolde Marchand, gardienne de savoirs ancestraux, apporte une perspective différente. Sa connaissance des traditions ésotériques lui permet d'envisager les Néphilim non seulement comme des figures historiques, mais aussi comme des symboles spirituels. Elle évoque des manuscrits rares qui présentent ces géants comme des guides ou des êtres de transition à la croisée de multiples dimensions. Pour Isolde, leur apparition dans diverses cultures pourrait refléter une tentative humaine d'expliquer des phénomènes inconnus ou des états de conscience particuliers, mêlant l'histoire aux questions métaphysiques. Clovis Desmarais, archéologue engagé dans des fouilles récentes, partage ses observations. Il décrit des sites où ont été découverts des artefacts dont la taille et la complexité défient les normes attendues pour des populations anciennes. Certains objets, tels que des outils massifs ou des structures monumentales, pourraient témoigner de la présence de personnages exceptionnels en taille ou en force. Clovis précise cependant que l'interprétation de ces trouvailles reste délicate, car la nature exacte de ces artefacts continue d'échapper aux explications conventionnelles. Oriane Fayard, guide experte en mythes et légendes, complète le tableau avec une analyse des implications culturelles. Elle souligne que la figure des géants traverse de nombreuses civilisations, de l'Égypte ancienne aux mythologies nordiques, en passant par les traditions amérindiennes. Pour Oriane, la persistance de ces récits reflète leur importance symbolique dans la conscience humaine. Ils incarnent à la fois une crainte devant l'inconnu et un émerveillement devant la puissance potentielle d'êtres hors du commun. Au fil de leurs échanges, cette équipe de spécialistes dessine peu à peu un portrait complexe des Néphilim, oscillant entre faits historiques, légendes populaires
et interprétation symbolique. Gaspard observe avec attention les arguments d'Héloïse et de Thibaut, convaincu que seule une approche multidisciplinaire permettra de sonder ce mystère millénaire. L'histoire des géants ne se limite pas à un simple récit, elle interroge les fondements mêmes des croyances humaines et la manière dont se construisent les mémoires collectives. Alors que la nuit avance, les interrogations se multiplient. Quel est l'héritage réel des Néphilim dans nos cultures ? Quels indices resteront à jamais perdus dans les sables du temps ? La recherche vient juste de commencer. Bientôt, ils devront confronter leurs hypothèses aux découvertes concrètes d'Isolde et Clovis pour poursuivre cette quête entre le visible et l'invisible. Le mystère s'épaissit, mais l'histoire continue, prête à révéler ses secrets au rythme des prochaines découvertes. C'est ainsi que débute une aventure au cœur d'un passé oublié, où l'imaginaire et le réel se mêlent pour offrir un voyage fascinant dans les méandres du temps. Les origines des Néphilim, selon les textes anciens. Héloïse Blanchet s'installa confortablement dans le petit salon que Gaspard de Villefort avait aménagé pour leurs recherches. Elle commença d'une voix calme, presque monotone, afin de faciliter l'écoute attentive. Nous allons explorer aujourd'hui des textes anciens qui parlent des Néphilim. Ces figures énigmatiques, souvent traduites par géants dans les interprétations modernes. Ils font leur apparition dans plusieurs traditions, notamment dans la Bible hébraïque et des écrits dits apocryphes. Son regard plongé dans un parchemin fragile, elle continua. Ces entités, selon plusieurs manuscrits, seraient le fruit d'une union entre des anges déchus et des femmes humaines. Une idée qui choque encore et génère débat parmi les historiens. Gaspard, particulièrement intéressé, prit rapidement des notes, prêt à approfondir ses propres archives. Il existe dans le livre de la Genèse un passage souvent cité à l'appui de cette thèse. Expliqua-t-il, celui où les fils de Dieu voient que les filles des hommes sont belles et prennent pour elles des compagnes. Thibaut l'évêque, assis à distance, fronça les sourcils. Ce passage a été interprété de bien des façons. Pour certains, il ne s'agit que d'une métaphore ou d'une ancienne poétique, pas d'événements littéraux. Nous devons rester prudents avec ce type d'affirmation. Héloïse fit une pause avant de reprendre avec plus de détails. Pourtant, dans le livre d'Hénoch, texte apocryphe du IIe siècle avant notre ère, les Néphilim sont décrits comme de véritables géants, fils des anges déchus appelés veilleurs. Ces derniers auraient enseigné aux hommes des savoirs interdits. Elle fit signe à Clovis Desmarais, l'archéologue qui intervenait rarement. Lors d'une fouille récente en Mésopotamie, j'ai découvert des inscriptions évoquant des êtres de taille exceptionnelle, messagers du ciel qui auraient coexisté avec les premières civilisations, dit-il, prudence dans la voix. Entre-temps, Maël Roubaud, qui gardait un rôle de témoin des récits traditionnels dans leurs débats, ajouta son expérience. Dans mon village, on raconte que les anciens parlaient de colosses, descendants d'anges tombés qui se mêlaient aux humains, provoquant frayeur et respect. Ces histoires, bien que rurales, se recoupent étonnamment avec celles des textes sacrés. Oriane Fayard, toujours précise, compléta. Ces récits ont traversé les siècles, évoluant au gré des croyances et des interprétations intellectuelles, souvent sous forme de mythes enregistrés par les historiens anciens comme Hérodote. Isolde Marchand, qui possédait une bibliothèque impressionnante de manuscrits oubliés, ajouta un élément crucial. Il faut aussi mentionner les Sumériens, dont les tablettes d'argile relatent la présence des Anunnaki, sorte de divinités titanesques intervenant dans l'histoire humaine. Certains chercheurs pensent qu'elles pourraient être à l'origine des légendes des Néphilim. Cette hypothèse embrasa les esprits autour de la table, mêlant histoire ancienne et mystère à résoudre. Gaspard se tourna vers Thibaut, cherchant un compromis. Ne peut-on envisager
qu'il y ait eu des êtres extraordinaires inspirant ces récits, sans pour autant y voir une vérité archéologique absolue. Thibault, après un silence, admit que l'énigme restait fascinante, bien que son esprit critique l'empêchât d'adopter pleinement ses théories. Nous devons donc continuer à questionner avec rigueur, mais sans rejet immédiat, conclut-il calmement. Héloïse sourit, consciente de l'importance de ce dialogue. Notre rôle est de recueillir, analyser et présenter les sources avec précision. Cela inclut des textes comme le Livre des Jubilés ou certains écrits gnostiques qui renforcent l'idée d'un contact entre le divin et l'humain, donnant naissance à des êtres hybrides. Elle ouvrit un codex antique illustré, montrant des silhouettes gigantesques dessinées dans les marges, croquis parfois oubliés des copistes. Ces images, bien que stylisées, témoignent d'une fascination ancienne pour des figures dépassant la stature ordinaire. Au fil des heures, les conversations tournèrent autour de l'impact culturel et religieux de ces légendes. Clovis rapporta des comparaisons avec les géants des mythologies grecques et nordiques, excluant cependant toute assimilation directe. Chaque civilisation a ses récits sur des héros colossaux, expliqua-t-il, mais l'écho biblique des Néphilim reste unique par ses implications théologiques et cosmiques. Oriane ajouta qu'il était important de comprendre la symbolique derrière ces géants, plutôt que de chercher une preuve matérielle systématique. Maël, fidèle à son rôle d'interprète populaire, évoqua le lien entre ces récits et les grandes constructions anciennes, souvent attribuées à des forces surnaturelles pour expliquer leur grandeur. Les murailles, les ziggourats, les pyramides, il indiqua avec les mains, semblent impossibles à ériger sans une aide extérieure, renforçant l'aura mystérieuse des Néphilim et de leurs descendants. Thibault répliqua que l'ingéniosité humaine ne devait pas être sous-estimée, citant les recherches récentes sur les techniques anciennes. Cependant, Héloïse confirma que les textes conservés mettaient également l'accent sur la corruption morale induite par la présence des Néphilim sur Terre. La Bible attribue aux Néphilim la diffusion du péché et de la violence, précisa-t-elle, ce qui justifie, selon le récit, le déluge comme un acte de purification. Cette lecture moraliste explique en partie pourquoi ces géants ont été oubliés ou diabolisés dans la tradition religieuse ultérieure, où leur mémoire fut supprimée ou modifiée. Les discussions finirent par aborder l'émergence des sociétés humaines post-déluge, perçues comme une renaissance sans trace évidente des Néphilim. Toutefois, conclut Gaspard, la persistance de ces histoires, malgré le silence des archives matérielles, nous invite à rester ouverts à des découvertes futures. Isolde acquiesça. La recherche continue, notamment par l'étude comparée des textes anciens, peut encore révéler des pans cachés de l'histoire humaine impliquant ces êtres mystérieux. Au moment où la lumière déclinait doucement, Héloïse ferma ses manuscrits, préparant la transition vers l'examen des vestiges archéologiques qui, assurait-elle, pourraient jeter une nouvelle lumière sur ces énigmes. Leur quête ne faisait que commencer, et la vérité sur les Néphilim restait suspendue entre le mythe et le possible. L'histoire promettait d'être encore plus fascinante dans les chapitres à venir. Témoignages et légendes transmises, Gaspard de Villefort se tenait dans la salle commune d'un petit village de montagne, où se rejoignaient régulièrement les habitants pour partager récits et souvenirs anciens. Ce jour-là, c'était Maël Roubaud qui prenait la parole. Maël, un vieil homme à la mémoire vive, recueillait depuis plusieurs décennies des histoires transmises oralement de génération en génération. Il évoquait des êtres d'une stature si imposante qu'ils défiaient l'entendement. Des géants, témoins oubliés d'un passé mystérieux. Ces récits, bien que souvent considérés comme légendes, semblaient détenir un souffle persistant qui résistait au temps et à l'oubli. Héloïse Blanchet, présente dans le public,
notait méticuleusement chaque mot en échafaudant des connexions avec des manuscrits anciens qu'elle avait étudiés, témoins écrits des croyances de civilisations révolues. Au fil des années, Gaspard avait développé une théorie qui liait ces légendes aux Néphilim, mentionnées dans certains textes antiques. Selon lui, ces géants ne seraient pas de simples créatures légendaires, mais plutôt des êtres issus d'une rencontre entre des entités célestes et des humains. Une hypothèse controversée. Thibault l'évêque, sceptique notoire, assistait à la réunion avec une distance critique. Il sollicitait des preuves tangibles, rejetant toute idée séduisante sans fondement solide. Pourtant, Maël racontait des histoires où ces géants semblaient interagir avec les premiers habitants des villages, façonnant parfois le paysage lui-même. Lors d'une de ces anecdotes, Maël décrivait l'empreinte monumentale laissée dans une roche que certains anciens nommaient la main géante, un indice tangible témoignant d'une présence hors du commun. Clovis Desmarais, archéologue attaché à ce lieu, confirmait la découverte récente de ces empreintes, regrettant toutefois que le scepticisme freine leur étude approfondie. Isolde Marchand, gardienne de manuscrits rares et conservatrice de savoirs oubliés, partageait souvent avec Gaspard ses réflexions sur l'importance de ces traditions. Pour elle, ces récits reflétaient aussi une mémoire symbolique, un témoignage de sociétés anciennes confrontées à des forces inconnues. Cette mémoire collective, transmise par Maël, constituait selon elle une clé précieuse pour déchiffrer les mythes fondateurs. Oriane Fayard, guide intellectuel en mythologie, soulignait que la persistance de ces histoires dans des cultures aussi diverses suggérait une vérité universelle, cachée derrière les symboles. Elle rappelait combien le mythe des géants ne se limitait pas à une région précise, mais apparaissait sous diverses formes à travers le monde, depuis les légendes amérindiennes jusqu'aux textes mésopotamiens. Gaspard se montrait sensible à cette convergence de savoir. Il partageait avec son équipe les découvertes archéologiques de Clovis, qui avait mis au jour des objets d'une facture inhabituelle, parfois gigantesque, que l'on ne pouvait expliquer que par la présence d'êtres aux proportions hors normes. Ces artefacts semblaient indiquer une technologie ancienne, oubliée, liée à ces créatures légendaires. Cependant, Thibault restait ferme, rappelant que l'interprétation de telles découvertes devait rester prudente, lestée d'un scepticisme scientifique rigoureux. Il mettait en garde contre l'effet d'emballement qui pouvait déformer la recherche historique et mener à des conclusions non vérifiées. Malgré cet antagonisme, les discussions nourrissaient le débat, faisant émerger de nouvelles hypothèses. Héloïse, passionnée, mettait en parallèle les descriptions de manuscrits orientaux et des récits oraux recueillis, établissant une cartographie possible des zones où ces géants auraient vécu. Elle mentionnait ainsi des villages reculés où subsistaient des traditions précises sur les Néphilim, des êtres à la fois redoutés et respectés. Les habitants racontaient que leurs ancêtres avaient conservé ces récits comme un avertissement sur les dangers du pouvoir démesuré et du lien entre le ciel et la terre. Ces histoires résonnaient avec la notion de chute angélique, soulignant la dualité des êtres gigantesques entre grandeur et tragédie. Isolde confiait que parmi les manuscrits conservés, certains évoquaient des textes rituels destinés à honorer ou à apaiser ces entités. Dans certaines régions, on retrouvait des cérémonies mystérieuses célébrées en leur mémoire, parfois aussi bien pour conjurer leur colère que pour célébrer leur force protectrice. Oriane expliquait que cette ambivalence dans les relations humaines avec les géants intervenait fréquemment dans les mythes anciens, où le divin et le monstrueux se mêlaient étroitement. Cette complexité donnait à la figure des Néphilim une dimension que l'on ne pouvait réduire simplement à des contes d'autrefois. Clovis indiquait que certaines signatures géologiques pouvaient corroborer les récits. Des formations rocheuses improbables semblaient avoir été sculptées par des forces qui dépassaient la simple érosion naturelle. Il suggérait que la présence de ces géants
ne se limitait pas au symbolique, mais qu'elle pourrait s'inscrire dans une réalité matérielle dont la science commence à peine à envisager les contours. Gaspard, à travers ces échanges, comprenait que l'étude de ces phénomènes devait dépasser une lecture purement rationnelle, en intégrant l'histoire orale et les textures culturelles. Maël racontait aussi des anecdotes sur des objets trouvés dans des lieux isolés, parfois dans des coffres poussiéreux ou entre des racines d'arbres anciens, semblant porteurs du souvenir des géants. Ces objets, souvent désignés comme fragments du passé, captivaient l'attention d'Héloïse, qui les examinait pour tenter d'en déchiffrer l'origine et le sens. Chaque récit, chaque découverte participait à reconstruire une mémoire fragmentée, un puzzle complexe entre faits avérés et mythes persistants. Dans cette quête, chacun apportait une pièce différente, enrichissant une histoire plus vaste que la simple légende. Thibaut, tout en maintenant son scepticisme, reconnaissait que certaines histoires ne pouvaient être entièrement ignorées. Il proposait d'adopter une approche méthodique où les hypothèses pouvaient coexister avec une rigueur scientifique. Ce dialogue entre croyance et raison donnait à la recherche une dynamique particulière, capable de faire avancer la compréhension de ces mystères. Gaspard envisageait alors de poursuivre l'exploration de ces récits auprès d'autres témoins, afin de mieux saisir la répartition géographique et la diversité des traditions liées aux Néphilim. Isolde, en tant que protectrice du savoir ancien, soulignait l'importance de préserver ces récits dans leur authenticité, sans les déformer au gré des modes ou des interprétations personnelles. Elle invitait à un respect profond de ces traditions, non comme des curiosités, mais comme des fragments vivants d'une mémoire humaine collective. Oriane approuvait, insistant sur le fait que la légitimité de ces histoires résidait dans leur continuité et leur adaptabilité à travers les âges. Ensemble, ils formaient un cercle de savoir, partageant la conviction que même dans l'oubli apparent, ces légendes portaient un poids réel et précieux. Clovis annonçait de nouvelles fouilles prochaines dans une région montagneuse peu explorée. Dans ces lieux où des traces de géants avaient été signalées, il espérait découvrir des indices capables d'éclairer davantage la nature de ces êtres et leur impact sur les civilisations anciennes. La promesse de nouvelles révélations excitait Gaspard, qui voyait dans cette aventure la possibilité d'offrir une lecture renouvelée de l'histoire humaine, allant au-delà des limites conventionnelles. Maël préparait ses carnets, prêt à consigner les prochaines histoires qu'il recueillerait, convaincu que les témoins vivants demeuraient des porte-voix irremplaçables. Ainsi, au cœur de ces échanges entre chercheurs, témoins et sceptiques, se dessinait une trame complexe reliant des géants du passé aux usages symboliques des sociétés anciennes. La question de savoir s'ils étaient des êtres réels ou des figures mythiques trouvait une réponse nuancée, mêlant héritage oral et découverte matérielle. Cette ambivalence persistait comme une invitation à explorer plus avant les frontières entre mythe et réalité, entre mémoire collective et archives tangibles. Dans ce contexte, les prochains récits promettaient d'élargir encore l'horizon des possibles. Dans un équilibre précaire mais fertile, le groupe s'accordait à poursuivre ce chemin, conscient que chaque témoignage et chaque découverte ajoutaient une pièce à une histoire encore incomplète. Leurs voix, calmes et déterminées, résonnaient comme un écho à travers le temps, portant l'héritage des Néphilim au-delà des limites de l'oubli. Ce travail minutieux jetait les bases d'une compréhension nouvelle, ouvrant la voie à des explorations futures, où science et légende pourraient enfin dialoguer harmonieusement. Le récit de Maël, la persévérance d'Héloïse, l'exigence de Thibaut, l'érudition d'Isolde, la fougue de Clovis et la sagesse d'Oriane construisaient ensemble un pont entre des mondes anciennement séparés. Cette quête, encore en pleine construction, allait désormais s'orienter vers un examen plus approfondi des sources documentaires et des témoignages oraux dans d'autres régions, suivant les pistes indiquées par Maël et explorées par Clovis.
Le groupe envisageait également d'intégrer des analyses interdisciplinaires pour enrichir sa compréhension, faisant appel à l'anthropologie, à la géologie et à l'histoire des religions. Il pressentait que le mythe des Néphilim restait l'un des plus fascinants défis pour comprendre les racines oubliées de l'humanité. Ainsi s'ouvrait la porte vers d'autres chapitres où le passé parlerait à nouveau à travers ces géants immortels. Découverte archéologique mystérieuse. Clovis Desmarais racontait avec précision comment, au cours d'une fouille baptisée la vallée des Échos, il avait déterré des artefacts d'une nature étrange, défiant les classifications traditionnelles. Sous un épais tapis de sable millénaire, l'équipe avait découvert des fragments de pierres gravées, dont certaines portèrent des inscriptions qui, selon Héloïse Blanchet, semblaient liées à un système d'écriture inconnu ou oublié. Ces symboles n'avaient rien de comparable aux alphabets connus de la région, ce qui fit naître en eux un sentiment partagé d'émerveillement et de prudence. Héloïse, experte en manuscrits anciens, analysait chaque détail avec minutie. Elle expliquait que les inscriptions étaient composées d'une combinaison complexe de pictogrammes et de caractères linéaires suggérant une langue perdue. Ces recherches laissaient entrevoir un lien possible avec les récits des Néphilim. Ces êtres souvent décrits dans les textes anciens comme des géants ou des entités semi-divines issues de l'union des anges déchus et des humaines. La perspective de découvrir une écriture qui se rattacherait à ce mythe soulevait autant d'intérêt qu'elle nourrissait de débats passionnés parmi les chercheurs présents. Dans ce groupe, Thibaut Lévesque incarnait la voie du scepticisme méthodique. Il soulignait que malgré l'excitation légitime, il faudrait se garder de toute interprétation hâtive. Selon lui, ces artefacts et leurs inscriptions pouvaient être expliqués par des voies plus conventionnelles, telles que des créations d'une culture méconnue mais terrienne, ou bien des confusions liées à la détérioration des objets au fil du temps. Thibaut insistait sur la nécessité d'un examen scientifique rigoureux pour distinguer ce qui relevait du mythe de ce qui pouvait devenir un fait historique vérifiable. Le témoignage de Maël Roubaud apportait une couche différente à leur quête. Conteur et gardien des légendes locales, il mentionnait qu'au sein des villages proches du site, on racontait depuis des siècles des histoires fantastiques à propos de ces géants disparus, parfois décrits comme les premiers colosses, bâtisseurs, des structures antiques qu'aucune civilisation connue n'aurait pu ériger avec des moyens rudimentaires. Ces récits, transmis par oralité, étaient souvent vus comme des fables, mais grâce aux découvertes de Clovis, Maël se permit de croire à une part de vérité enfouie dans les légendes. Isolde Marchand, quant à elle, protégée avec soin par son rôle de gardienne des archives anciennes dans la bibliothèque de la ville, apportait une connaissance précieuse sur les contextes historiques et culturels dans lesquels pouvaient s'inscrire ces artifacts. Elle expliquait que les mythologies relatives aux Néphilim se retrouvaient dans diverses traditions. Pas seulement dans les textes de la région, mais aussi dans des récits lointains, ce qui laissait penser à une transmission universelle de cette connaissance, peut-être issue d'une civilisation oubliée qui aurait prospéré des milliers d'années avant l'émergence des nations modernes. Clovis insistait sur le fait que les objets découverts étaient non seulement marqués par ces inscriptions mystérieuses, mais présentaient également des caractéristiques physiques hors normes. Parmi eux, une poignée d'outils conservera longtemps son aura d'énigme. Fabriqués dans un métal d'aspect inconnu, il montrait une technicité avancée difficilement explicable par les connaissances archéologiques actuelles. Ce type d'objet renforçait l'idée que la société ayant laissé ses traces possédait un savoir dépassant largement celui qui avait été attribué jusqu'ici aux civilisations anciennes de la zone. Oriane Fayard, qui accompagnait l'expédition en qualité de guide intellectuel et spécialiste des mythes, apportait à la réflexion une perspective synthétique. Elle rappelait que le concept des Néphilim, souvent mal compris,
pouvait être lu comme une allégorie des rencontres entre humains et êtres d'une autre origine. Une idée que l'on retrouva dans bien des cultures à travers le monde sous diverses formes. Elle insistait sur la nécessité d'adopter une approche pluridisciplinaire mêlant archéologie, linguistique, anthropologie en parallèle de l'étude des mythes, afin d'approcher au plus près la vérité sur ces mystérieux géants et leur civilisation. Dans cet environnement riche en tensions intellectuelles, la découverte de Clovis ne laissait personne indifférent. Gaspard de Villefort, historien et chef d'orchestre de cette équipe, surveillait avec une attention aiguisée l'évolution des débats. Il ressentait que les questions soulevées dépassaient la simple fouille archéologique. Elles touchaient aux origines même de la civilisation humaine et à des vérités potentiellement bouleversantes. Sa persévérance était alimentée par la conviction que chaque fragment retrouvé contribuait à un puzzle gigantesque dont la dernière pièce devait encore émerger du silence des âges. L'atmosphère autour de ces artefacts prenait des allures de défi, invitant à une réévaluation des récits classiques sur l'histoire humaine. Le calme apparent du site contrastait avec la vivacité des idées et la diversité des opinions, où chacune nourrissait la suivante dans une quête collective empreinte de respect scientifique, mais aussi de fascination profonde. Cette recherche s'inscrivait dans une aventure intellectuelle dont personne ne pouvait prévoir l'issue. Une exploration entre le connu et l'inconnu. Les discussions portaient également sur les implications philosophiques et culturelles de telles découvertes. Si les Néphilim existaient vraiment, cela remettrait en question la perception traditionnelle de la place de l'homme dans l'univers. La confrontation entre les données matérielles et les récits mythologiques obligeait à repenser ce que l'on croyait savoir sur les frontières entre mythe et histoire. Cela ouvrait aussi des passerelles inattendues vers d'autres domaines, notamment les sciences humaines, la théologie et même l'archéométrie. Cette dynamique complexe qui se jouait sur place transformait la simple fouille en un laboratoire vivant d'idées où Clovis, Héloïse, Thibaut, Maël, Isolde, Oriane et Gaspard jouaient chacun un rôle vital. L'échange entre amis et opposants était un moteur indispensable pour affiner les hypothèses et écarter les erreurs. Dans ce contexte, les artefacts étaient bien plus que des objets, ils étaient des porte-voix d'un passé enfoui et les indices d'une histoire aux dimensions encore insoupçonnées. Alors que le soleil déclinait derrière l'horizon, la promesse d'une découverte majeure planait dans l'air frais du soir. Les discussions reprenaient tranquillement, faisant perdurer cette ambiance d'émerveillement posé. Le mystère des Néphilim n'était pas seulement une énigme du passé, mais un appel à la curiosité et à la rigueur pour tous ceux qui osaient explorer les confins de l'histoire humaine. Le travail mené sur ce site serait bientôt le tremplin vers une compréhension plus large des civilisations oubliées. Dans ce climat d'attente et de recherche, les personnages ne cessaient de confronter leurs visions, entre foi dans les légendes et prudence scientifique. Tous savaient que chaque réponse entraînerait de nouvelles questions. L'avenir de ces fouilles déterminerait combien de vérités allaient émerger de ces artefacts, enfouis depuis des millénaires mais désormais replongés dans la lumière du présent. La route vers la connaissance s'ouvrait doucement, portée par la passion partagée d'historiens, archéologues et conteurs. Cette étape marquait une frontière essentielle entre les simples découvertes matérielles et les récits humains qui donnent sens à ces trouvailles. La richesse des échanges laissait présager de prochaines révélations qui élargiraient notre horizon sur un passé toujours en partie mystérieux. La poursuite de ces explorations allait bientôt amener nos protagonistes à rencontrer d'autres témoins, preuves et échos des Néphilim, approfondissant encore leur compréhension collective. Ainsi s'achevait cette étape riche en découvertes et réflexions, prélude nécessaire à la suite des investigations. Le mystère des géants, leurs artefacts et les légendes qui les entourent continuaient de fasciner, appelant à une exploration complète qui intégrerait tous les savoirs disponibles. Cette quête intime et intellectuelle n'était qu'à ses débuts.
et promettait d'emmener nos chercheurs au cœur d'une histoire enfouie entre réalité et mythe. La suite de leur aventure dévoilerait bientôt de nouveaux éléments, des témoignages inattendus et, peut-être, la clé de compréhension longtemps cherchée autour des Néphilim. Le dévoilement progressif de ces secrets formerait un récit surprenant qu'ils s'apprêtaient à écrire ensemble, mêlant science, mémoire et imagination. Rien ne semblait pouvoir stopper ce voyage où chaque pas enrichissait la légende et l'histoire elle-même. Le rôle des civilisations anciennes. Le soleil déclinait doucement lorsque Gaspard de Villefort posa sur la table l'ouvrage récemment déchiffré, révélant une série de mythes méconnus. Oriane Fayard, assise à ses côtés, prit la parole d'une voix posée. Elle expliqua comment, depuis des millénaires, les Néphilim, ces géants aux origines mystérieuses, traversaient les mythologies de nombreuses cultures. Selon elle, leurs histoires étaient bien plus que de simples légendes. Elles jouaient un rôle crucial dans la construction des identités collectives, de la Mésopotamie à l'Égypte ancienne. Héloïse Blanchet, experte dans les manuscrits antiques, confirma cette hypothèse en évoquant des tablettes sumériennes qui mentionnaient ces êtres colossaux. Leur présence n'était pas accidentelle. Ils incarnaient le lien entre le divin et l'humain, un symbole puissant reflété dans les structures sociales et spirituelles. Gaspard apprécia ces précisions, tout en notant les réserves exprimées par Thibault Lévesque, sceptique farouche qui doutait de la véracité historique de ces récits. Il voyait dans ces géants une simple extrapolation mythique, fruit d'imagination trop fertile. Pourtant, Maël Roubaud, porteur des traditions orales, apporta une autre lumière. À travers ces témoignages, il fit revivre la dimension ancestrale des Néphilim, qui, selon lui, avaient été perçus comme des ponts entre les mondes. Ces géants, au-delà de leur stature physique, étaient des gardiens du savoir ancien, porteurs de messages essentiels transmis à travers les générations. Isolde Marchand, quant à elle, recueilleuse de ce savoir, souligna que la fonction de ces récits n'était pas simplement de décrire des êtres extraordinaires, mais de maintenir une mémoire collective. Clovis Desmarais, récemment de retour d'une campagne archéologique, partagea ses découvertes. Parmi des ruines enfouies sous les dunes, il avait trouvé des artefacts évoquant des géants, des outils surdimensionnés, des représentations sculptées. Il proposa une lecture pragmatique. Ces éléments pouvaient être des symboles de puissance, accentuant le mythe autour des Néphilim. Oriane confirma que cette dimension symbolique renforçait leur importance dans les identités culturelles, marquant un espace où l'histoire et la mythologie se rejoignaient. Les récits mésopotamiens dépeignaient ces géants comme des fils des dieux, tombés sur terre et mêlés aux humains, instaurant ainsi une origine divine aux lignées royales. De même, en Égypte, ces figures emplissaient les mythes associés à des forces cosmiques et à la création. Leur présence dans ces premières civilisations était loin d'être anecdotique. Elle structurait des cosmogonies qui enseignaient l'ordre du monde. Oriane soulignait que ce rôle était central. Ces mythes façonnaient les sociétés et expliquaient leur place dans l'univers. Gaspard fit remarquer que la dimension géopolitique ne devait pas être sous-estimée. Les mythes autour des Néphilim pouvaient servir de justification au pouvoir, conférant une légitimité divine aux souverains. Thibault, toujours critique, objecta que cela témoignait plutôt d'une volonté de manipulation de l'histoire. Mais Héloïse rappela que l'interprétation occidentale moderne ne devait pas déformer ces récits, souvent empreints d'un symbolisme complexe et multiple. Chaque culture attribuait à ces géants un sens propre qui dépassait souvent les simples démonstrations de puissance. Maël évoqua une légende où les Néphilim enseignaient aux humains l'agriculture, l'architecture et l'écriture. Leur image incitait à la fois à respecter les forces immenses qui régissaient le monde et à aspirer à une sagesse transcendante. Ces histoires étaient des supports pédagogiques
infusant un sens moral et cosmologique. Isolde rappela que l'étude de ces récits nécessitait une approche holistique, comprenant la langue, la religion et l'art. Ce n'était qu'en embrassant toutes ces dimensions que l'on pouvait appréhender l'impact réel des Néphilim. Clovis exprima son espoir que des fouilles futures révéleraient davantage de preuves concrètes étayant ces mythes. Selon lui, plus que la vérité historique stricte, ces découvertes enrichiraient notre compréhension des civilisations anciennes et de leur manière unique de se projeter dans le temps. Oriane conclut que les Néphilim demeuraient des symboles intemporels, oscillant entre histoire et mythe, défi de la connaissance et fascination humaine. Leur étude invitait à reconnaître combien le passé antique continuait d'habiter notre présent. Alors que la nuit commençait à envelopper la pièce, Gaspard rassembla les notes de tous, conscient que ce voyage à travers les âges n'était qu'un passage. Les civilisations anciennes, par l'entremise de ces gigantismes mythologiques, avaient inscrit dans la mémoire collective une énigme profonde, destinée à traverser les frontières du temps et à nourrir les récits futurs. Leurs traces invitaient ainsi à poursuivre cette exploration dans la prochaine étape du récit, les anges déchus et leur chute. Dans la pénombre d'une bibliothèque aux murs chargés d'histoire, Gaspard de Villefort entamait sa réflexion sur une figure énigmatique qui traverse les âges, celle des anges déchus. Il posait les bases de sa pensée avec une calme assurance, détaillant les récits anciens où ces créatures, à la fois célestes et damnées, incarnaient la transgression divine. Selon lui, les Néphilim trouvent leur essence dans ce contexte mystérieux. Les anges déchus, dont on parle dans divers textes religieux, sont ces êtres originaires du ciel qui ont abandonné leur place pour s'unir aux humaines. Gaspard insistait sur le fait que cette union interdite apporta au monde des géants, des êtres surnaturels nés du mélange prohibé entre le divin et le terrestre. Héloïse Blanchet, assise non loin, écoutait attentivement, prête à apporter ses connaissances issues de manuscrits oubliés. Elle confirmait que les textes les plus anciens, notamment dans la Genèse, mentionnent clairement ces fils de Dieu ayant pris des épouses parmi les filles des hommes. Ce passage semblait crucial pour comprendre l'origine des Néphilim, mais aussi leur nature. Pourtant, Thibaut Lévesque, sceptique invétéré au regard perçant, posait une question essentielle sous une voix mesurée. Il refusait d'accepter ces récits comme de simples faits, expliquant que ces textes religieux pouvaient relever davantage du mythe que de la réalité historique. Pour lui, le terme « fils de Dieu » ne désignait pas des anges littéraux, mais un ensemble d'autorités spirituelles ou humaines magnifiées par une interprétation allégorique. La discussion animée introduisait la complexité même de la notion d'ange déchu, où la frontière entre croyance et histoire s'estompait. Maël Roubaud, installé légèrement à l'écart, intervenait alors d'une voix douce et posée, racontant que, dans son village natal, les légendes orales perpétuaient l'image de géants ayant marché sur la terre bien avant l'apparition des premières. Civilisation reconnue, il rela à Ité que ces êtres, souvent qualifiés d'anges tombés, étaient aperçus comme des figures protectrices, mais aussi terrifiantes, gardiennes d'un savoir inaccessible. L'idée d'une origine surnaturelle des géants prenait donc un relief particulier à travers ces récits populaires, amplifiant ainsi l'aura mystérieuse des Néphilim. Isolde Marchand, gardienne d'anciens savoirs, rappelait que dans plusieurs croyances cosmologiques, la chute des anges symbolisait une faute grave, menée par l'orgueil et le désir d'outrepasser la nature divine. Cette lecture plaçait les Néphilim comme des descendants directs d'une transgression condamnée, les confrontant alors à une destinée tragique. Pourtant, selon elle, c'est précisément ce passage de la lumière à l'ombre qui donna naissance à une part d'humanité redoutable, dont les traces perdurent dans les mythes. Clovis Desmarais apportait à l'Assemblée une perspective tangible issue de la science.
Depuis plusieurs années, ce chercheur passionné s'était consacré à la fouille de sites archéologiques où il avait découvert des artefacts dont la taille et la facture suggéraient l'existence d'êtres d'une stature exceptionnelle. Ces pièces, bien que fragmentaires, corrélaient avec les témoignages anciens évoquant l'existence de ces géants. Clovis avançait que la découverte d'ossements surdimensionnés, rapportés dans divers rapports, pourrait s'inscrire dans cette logique. Son discours évitait tout excès surnaturel, mais ouvrait la porte à une hypothèse particulièrement intrigante. Oriane Fayard, experte en mythologie, complétait ce tableau en expliquant que la figure des Néphilim revenait souvent dans les grandes traditions comme un symbole de la transgression entre ciel et terre. Pour elle, il s'agissait d'un mythe universel, reflétant la peur ancestrale face aux limites imposées à l'homme et à la tentation d'accéder à une connaissance ou un pouvoir interdit. Cette interprétation éclairait pourquoi les récits insistaient tant sur la dimension gigantesque et terrifiante des Néphilim, qui incarnaient une sorte d'exception douloureuse entre les hommes et les dieux. Gaspard reprit la parole pour synthétiser les différentes perspectives évoquées. Il souleva que, malgré les divergences d'interprétation, l'idée commune demeurait celle d'une origine surnaturelle des géants. Tantôt punis, tantôt glorifiés, ils surgissaient dans les récits comme des figures liminaires, à la frontière du divin et du terrestre. Il indiqua que la persistance de ce mythe dans tant de cultures traduisait un besoin profond d'expliquer l'inexplicable, la présence d'êtres d'une autre nature dans un monde humain. La recherche de vérité historique derrière ces légendes se heurtait toutefois à la rareté et à l'ambiguïté des sources. Héloïse reprit alors le fil en évoquant des manuscrits récemment déchiffrés qui mentionnaient des noms propres liés à ces anges déchus et leur progéniture. Ces textes suggéraient une organisation sociale précoce chez les Néphilim, renforçant l'idée qu'ils formaient une civilisation distincte, peut-être oubliée par l'histoire écrite. Cette hypothèse éveilla l'intérêt de tous, y compris de Thibaut, qui dut concéder que, si l'existence factuelle des Néphilim restait à prouver, l'impact culturel de leur légende était incontestable. La discussion s'engagea alors sur la manière dont cette légende avait pu passer au fil des siècles par des traditions orales, puis écrites, et se modifier lentement afin de s'adapter à chaque époque. Maël apporta sa vision en rappelant que dans certaines régions reculées, les récits parlaient même d'un retour possible des Néphilim, comme une prophétie annonçant une réapparition des géants. Cette idée, que beaucoup considéraient comme une simple superstition, s'inscrivait pourtant dans une logique mythologique complexe où le passé et le futur étaient intimement liés. Clovis mentionna que des chercheurs contemporains étudiaient aussi les traces de ces civilisations disparues à travers des structures mégalithiques énigmatiques dont la fonction n'était pas encore élucidée. Il suggéra que ces ouvrages monumentaux pourraient être l'œuvre de ces géants, symbolisant la mémoire matérielle d'un âge ancien. Oriane compléta ce point en précisant que ces mégalithes étaient souvent considérés par les légendes comme les vestiges d'une époque où les frontières entre humains et divins étaient plus floues, renforçant ainsi la thématique centrale des Néphilim. Isolde conclut cette séquence en indiquant que les anges déchus, à travers leur chute, incarnaient une dualité essentielle qui traversait toute pensée religieuse et mythologique. Ils représentaient à la fois la chute et la rébellion, la perte et le savoir interdit. Cette compréhension guise la quête humaine vers un savoir plus profond, parfois dangereux. Gaspard conclut enfin en affirmant que la figure des Néphilim demeure l'un des rares ponts fascinants entre histoire, religion et légende. La complexité de leurs récits invite à une réflexion continue, mêlant vérité historique, interprétation symbolique et imagination humaine. Il évoqua doucement que notre exploration de ces mystères ne faisait que commencer, et que dans la prochaine étape, il chercherait à comprendre les civilisations oubliées qui auraient pu côtoyer ces êtres prodigieux.
Ainsi s'ouvrait un nouveau chapitre, celui d'une lente traversée dans les ombres du passé. Analyse critique des preuves. Gaspard de Villefort, assis dans la bibliothèque silencieuse aux murs tapissés de livres anciens, examinait les notes rassemblées lors de ses nombreuses enquêtes. Il était entouré de ses compagnons fidèles, Héloïse Blanchet, experte en manuscrits millénaires, et Thibault Lévesque, dont le scepticisme éclairé n'avait rien à envier à leur érudition. Leur discussion portait ce jour-là sur les origines des Néphilim, ces êtres géants évoqués dans certaines traditions, considérés tantôt comme enfants des anges déchus, tantôt comme témoins d'une civilisation oubliée. Thibault, calme et méthodique, ouvrit le débat en rappelant l'importance de ne pas confondre mythe et réalité. Il s'appuya d'abord sur les données archéologiques vérifiées grâce aux découvertes récentes de Clovis Desmarais. Ce dernier avait mis au jour dans les déserts oubliés des artefacts dont la taille dépassait largement celle des humains contemporains. Pourtant, loin de valider l'existence de géants, les analyses rigoureuses démontraient que ces objets étaient des représentations stylistiques, exagérées par les artistes anciens, et non des preuves tangibles d'une espèce différente. Gaspard hocha la tête, notant que bien souvent, la grandeur des objets avait été interprétée à travers un prisme symbolique plutôt qu'historique. Héloïse ajouta que dans les manuscrits qu'elle avait déchiffrés, les descriptions des Néphilim étaient pour la plupart métaphoriques, empreintes de visions prophétiques ou morales, ce qui renforçait la distance entre le récit et la réalité. Thibault insista alors sur la nécessité d'un cadre scientifique rigoureux. Il relata une anecdote impliquant Maël Roubaud, un conteur local dont les récits enfiévrés de géants avaient fasciné nombre d'explorateurs. Pourtant, selon Thibault, ces récits restent à la portée du folklore, façonnés par l'imaginaire collectif et amplifiés par le besoin humain de légendes aussi impressionnantes que réconfortantes. Contrairement à ce que certains affirment, aucune preuve génétique ou anthropologique crédible ne sous-tend l'existence passée d'êtres répondant à la description des Néphilim. Pour Thibault, il fallait se méfier des amalgames entre textes religieux, récits mythologiques et découvertes archéologiques non corroborées par des analyses sérieuses. Dans son propos, il évoqua aussi l'importance du contexte historique. Les récits anciens, transmis oralement puis retranscrits, ont inévitablement subi des transformations. Isolde Marchand, qui conservait précieusement des archives rares, rappela que les civilisations n'utilisaient pas la même logique que la nôtre. L'exagération, le symbolisme et le merveilleux étaient des éléments normaux dans leurs écrits. Elle souligna par ailleurs que le concept d'ange déchu, bien qu'influencé par certaines croyances, ne correspondait pas à une réalité physique, mais à une représentation morale de la lutte entre le bien et le mal. En ce sens, les Néphilim étaient davantage un concept théologique qu'une entité matérielle. Gaspard insista sur l'importance de distinguer ces dimensions, car mélanger les deux brouillait la compréhension historique. Par ailleurs, Oriane Fayard, spécialiste en mythes et légendes, apporta un éclairage sur la diffusion des idées et leur transformation. Elle expliqua comment des histoires originales, issues souvent du Proche-Orient ancien, avaient été reprises, adaptées, parfois déformées au fil des siècles pour répondre aux besoins de chaque culture. Les Néphilim, dans ce processus d'appropriation, étaient devenus des figures hybrides, cumulant des attributs issus de différentes traditions et interprétations. Selon elle, cet aspect démontait le caractère univoque des récits. Ils étaient pluriels, changeants. Ce phénomène rendait d'autant plus nécessaire une lecture critique et contextualisée des textes évoquant ces êtres. Thibault, en écho, fit observer que la tentation de croire à des explications extraordinaires était souvent liée à notre désir d'émerveillement, mais que cela ne devait pas nous faire perdre de vue la rigueur scientifique. Dans cette optique, Clovis précisa que les objets archéologiques
requérait une analyse minutieuse. Certes, certains vestiges impressionnaient par leur dimension ou leur complexité, mais leur interprétation devait s'appuyer sur des méthodes précises. Datation, étude des matériaux, comparaison avec d'autres sites connus. Loin d'une preuve d'une race de géants, ces artefacts s'inscrivaient dans des cultures complexes, dotées d'artistes talentueux, capables de créations monumentales. Il rappela que la capacité humaine à imaginer et représenter des formes grandioses ne devrait pas être confondue avec une prétendue réalité physique des sujets représentés. La fascination pour les Néphilim pouvait alors se transformer en biais interprétatif si l'on ne restait pas vigilant. Héloïse souligna aussi qu'au-delà de la question physique, une part importante des récits sur les Néphilim avait une fonction sociale et morale. Ces histoires participaient à construire une identité culturelle, à transmettre des valeurs, à prévenir contre certaines dérives. Elles servèrent souvent d'avertissement ou d'exemple, ce qui expliquait les dimensions symboliques et parfois contradictoires de leur description. Cette interprétation détachait encore davantage les Néphilim de leur supposée existence objective, pour les replacer dans un cadre anthropologique. Gaspard, passionné d'histoire mais conscient des limites de l'interprétation, fit remarquer que cette approche offrait une richesse précieuse pour comprendre les mentalités anciennes. Le débat s'étoffa en abordant les sources originales. Thibault fit remarquer que les textes comme la Genèse ou certains livres apocryphes étaient difficiles à dater précisément, ce qui compliquait leur analyse. De plus, la transmission manuscrite avait pu engendrer corruption, interpolation ou erreur de traduction. Par conséquent, il recommandait de recourir à la philologie et à l'exégèse, discipline qui permettait de discerner l'intention originelle des auteurs. Isolde confirma que certains fragments, étudiés à l'aide des nouvelles techniques de datation, révélaient des couches successives d'écriture, chacune reflétant les préoccupations de son époque. Cela renforçait l'idée d'une construction progressive et non d'un témoignage direct d'une réalité ancienne et figée. Par cette démarche, la compréhension des Néphilim évoluait vers un véritable effort de distanciation critique. Il ne s'agissait plus d'accepter passivement les images populaires relayées par des films, des livres ou des théories sensationnalistes. Thibault insistait sur le rôle essentiel des experts dans la vulgarisation scientifique, afin de contrebalancer les dérives et les fantasmes. Maniant avec soin l'humilité intellectuelle, il encourageait à cultiver une curiosité éclairée, ouverte à la nouveauté mais toujours ancrée dans des preuves solides. Cette approche garantissait un progrès réel dans la connaissance, libéré des superstitions. Dans cette perspective, Oriane évoqua la nécessité d'un dialogue continu entre chercheurs et grand public. Elle soulignait que les mythes, loin d'être obsolètes, pouvaient en servir de pont entre le passé et le présent, entre la science et la culture. Comprendre leur évolution n'enlevait rien à leur fascination, mais en modifiait la nature. Gaspard conclut que cette réflexion critique ne devait pas être perçue comme une négation du mystère, mais comme une invitation à l'exploration posée, sensible à la complexité du réel. Il promit de poursuivre ses recherches en tenant compte de ces précieux enseignements, conscient que le chemin vers la vérité exigeait patience et rigueur. Ainsi, avec la collaboration de ses amis et collègues, il s'engagea à distinguer soigneusement les faits des fictions, pour éclairer le public sur la véritable histoire des Néphilim. Leur démarche présentait un modèle d'analyse équilibré, loin des excès et des simplifications. Ce travail patient passionnait Gaspard, convaincu que l'héritage des civilisations anciennes méritait un examen minutieux à la hauteur de leur complexité. En contemplant les documents précieux étalés devant lui, il se préparait avec confiance à la prochaine étape, prêt à décrypter davantage les mystères où légendes et réalités s'entrelacent. Secret des manuscrits anciens dévoilés. Dans le calme d'une bibliothèque oubliée,
Gaspard de Villefort feuilletait avec minutie un manuscrit ancien qu'Héloïse Blanchet venait de dénicher. Ce texte, conservé dans une reliure fragile, contenait des descriptions détaillées des Néphilim, ces êtres mystérieux évoqués dans peu de sources rares. Héloïse, experte des parchemins anciens, nous invite à parcourir ces pages avec un regard attentif, loin des interprétations sensationnalistes qui abondent sur le sujet. Son approche repose sur un examen rigoureux, où chaque mot, chaque symbole est une clé vers un passé énigmatique. Gaspard, fasciné par ces révélations, partageait ses impressions à voix basse, convaincu que la véritable nature des Néphilim devait être explorée avec rigueur. Il rappelait que, selon les manuscrits, ces géants ne se limitaient pas à des figures mythiques, mais semblaient incarner une réalité complexe, liée à des civilisations oubliées et à des savoirs ancestraux. Sa réflexion se heurtait cependant à l'ascepticisme de Thibaut l'évêque. Ce dernier, critique acerbe des théories audacieuses, insistait sur la nécessité de preuves tangibles et refusait d'accepter les récits sans base archéologique solide. Pourtant, même Thibaut ne pouvait nier que certains artefacts découverts par Clovis Desmarets défiaient une explication simple. Clovis, nommé avec respect par ses pairs, était un archéologue dont les fouilles récentes avaient mis au jour plusieurs objets à l'origine incertaine, mêlant stylistique inconnue et matériaux rares. Ces découvertes corroborèrent en partie les témoignages transmis par Maël Roubaud, un conteur dont les récits légendaires trouvent leur origine dans la tradition orale des villages reculés. Maël évoquait des rencontres entre hommes et êtres extraordinaires, marquant une interaction entre les mondes visibles et invisibles, une population ancienne gardienne de savoirs perdus. Sa parole fut, pour beaucoup, la passerelle entre scepticisme et émerveillement. Au cœur de cette exploration, Isolde Marchand jouait un rôle clé. Gardienne des connaissances anciennes, elle conservait une collection précieuse de documents rares et de manuscrits souvent négligés. Grâce à Isolde, la compréhension des Néphilim dépassait le cadre uniquement biblique pour se déployer dans un univers plus large, celui des récits mésopotamiens, égyptiens et cananéens. Elle expliquait que ces géants se manifestaient sous différentes formes, reflétant les diverses croyances et interprétations culturelles, mais constamment associés à des phénomènes étranges, tels que des constructions impossibles ou des savoirs technologiques avancés. Oriane Fayard, quant à elle, offrait une vision intellectuelle, guidant le groupe à travers le dédale des mythes et légendes, montrant comment les histoires de Néphilim avaient survécu à travers les âges, parfois déformées, parfois exaltées. Son analyse soulignait que ces êtres mêlaient divin et humain, créant un pont entre le terrestre et le céleste. Oriane soulignait que la notion de chute, souvent attribuée aux Néphilim, symbolisait également la transmission d'un savoir interdit ou caché, ce qui expliquait l'occultation dans les doctrines officielles durant des siècles. Au fil des heures, la discussion s'enrichissait de détails fascinants, révélant que les Néphilim pouvaient appartenir à une période antérieure à nos civilisations reconnues. Gaspard avançait l'idée que ce peuple de géants avait influencé la génétique humaine, une hypothèse soutenue par certains schémas retrouvés dans les textes anciens, disant que les Néphilim pouvaient engendrer des descendants hybrides, mi-divins, mi-humains. Ce point de vue ouvrait la porte à une réévaluation des origines de la société humaine et des mythologies liées à la création. Le dialogue avec Thibaut prenait parfois des accents vifs, lui insistant sur le fait que sans matérialité incontestable, une hypothèse ne peut devenir vérité. Toutefois, la présence d'artefacts fascinants, la convergence de récits uniformes à travers différentes cultures et la richesse des manuscrits rassemblés par Héloïse forçaient une remise en question. Thibaut reconnaissait que l'histoire avait souvent été écrite par ceux qui voulaient cacher certains épisodes et que le rôle des Néphilim, même s'il restait obscur,
ne devait pas être balayée sans enquête approfondie. Dans ce contexte, Maël racontait une légende venue des montagnes lointaines. Un récit où les Néphilim auraient enseigné aux hommes des techniques de construction monumentale, des formules pour manipuler la nature et même des secrets liés aux astres. Ces légendes, bien qu'empreintes de magie, étaient considérées par Héloïse comme des métaphores renfermant des éléments de vérité. Le fait que de nombreux sites anciens portent des inscriptions énigmatiques renforçait cette hypothèse. La lecture attentive de ces symboles apportait à Héloïse la conviction que les Néphilim étaient non seulement des géants physiques, mais aussi des porteurs de connaissances capables de bouleverser notre compréhension de l'histoire. Clovis détaillait alors les objets de ses fouilles, notamment une série d'outils métalliques à la composition inconnue, difficile à dater, suggérant une technologie avancée pour l'époque. Ces découvertes remettaient en cause les chronologies établies, rapprochant la science archéologique de ces récits autrefois considérés comme purement mythiques. Le dialogue continuait, chaque intervenant enrichissant la réflexion collective, créant un tableau où réalité et légende se mêlaient jusqu'à devenir indissociables dans la quête de la vérité. Isolde apportait une note d'équilibre, rappelant que le mystère des Néphilim devait être abordé sans précipitation, avec respect pour les textes et les traditions. Elle insistait sur le rôle des gardiens de ces savoirs, qui avaient choisi de disperser les archives pour préserver les secrets, parfois au prix de l'oubli. Ce silence imposé des auteurs anciens expliquait l'absence de consensus et la richesse des interprétations possibles. Isolde invitait à considérer ces récits moins comme des fables que comme des indices fragmentaires d'une mémoire collective ancienne. Oriane concluait en expliquant que le refus d'accepter ces récits pouvait naître d'une peur de l'inconnu, tandis que leur embrassement nécessitait une ouverture d'esprit rigoureuse. Elle insista sur l'importance d'un travail pluridisciplinaire, alliant histoire, archéologie, linguistique et sciences naturelles pour percer le secret de ces géants. Cette démarche exigeante, intégrée à l'étude des manuscrits rares tels que pratiqués par Héloïse, devenait alors un passage obligé pour approcher la réalité des Néphilim. Au terme de cette séance, Gaspard et Héloïse défiaient les limites de leur savoir, conscients que chaque réponse amenait son lot de nouvelles questions. Leurs échanges tacites avec les critiques comme Thibaut, et la richesse des témoignages tels ceux de Maël ou les apports scientifiques de Clovis structuraient un chemin fragile mais prometteur. Ce sentier menait à une compréhension renouvelée de l'histoire humaine, plus complexe et fascinante qu'il n'y paraît. Tandis que la lumière déclinait, le groupe se préparait à poursuivre cette investigation captivante, prêt à dévoiler davantage dans les chapitres suivants. Voix des témoins et traditions orales. Il faisait tard lorsque Gaspard de Villefort, enthousiaste et passionné, fit entrer dans la salle Maël Roubaud, un vieil homme dont les yeux reflétaient la sagesse transmise par des générations. Maël venait partager des récits anciens que ses ancêtres avaient soigneusement préservés. Héloïse Blanchet, attentive, prenait note consciente que ses paroles pouvaient enrichir la compréhension historique des Néphilim, ces géants mystérieux liés au mythe des anges déchus. Le silence enveloppait la pièce, propice à l'écoute attentive. Maël commença par évoquer les légendes de sa famille, transmises oralement depuis plus de 500 ans. Ces histoires parlaient de géants bienveillants ayant cohabité avec les hommes dans des temps reculés. Selon ses propos, ces êtres avaient été en contact direct avec le divin, leur savoir occulté par les souvenirs de l'humanité, perdus dans les replis du temps. Il décrivit comment les anciens racontaient que les Néphilim, loin d'être uniquement des incarnations de la rébellion, incarnaient aussi une sagesse profonde, une mémoire oubliée qui pouvait éclairer l'origine des civilisations. Pendant ce temps, Thibaut l'évêque, connu pour son scepticisme, observait avec une certaine réserve. Sa présence insistait sur la nécessité d'un regard critique face à ces récits.
Pourtant, il ne put s'empêcher d'admettre la richesse des témoignages de Maël. Surtout, la manière dont il se recoupait avec certains textes anciens découverts par Clovis Desmarets. Ce dernier avait mis au jour des artefacts énigmatiques dans une vallée reculée, où des inscriptions mystérieuses suggéraient une connaissance dépassant les savoirs de l'époque. Isolde Marchand, la gardienne des archives anciennes, participa à la discussion en révélant des fragments de manuscrits découverts dans des monastères oubliés. Ces documents, bien que lacunaires, évoquaient eux aussi l'existence de ces géants, décrits comme des êtres intermédiaires entre le ciel et la terre. Isolde précisait que ces récits, sans jamais être pleinement officialisés, avaient influencé de manière subtile la pensée religieuse et mythologique occidentale. Pour elle, il était crucial de considérer ces sources comme des témoins précieux du passé ésotérique. Oriane Fayard, brillante guide intellectuelle, apporta à son tour des éléments de comparaison avec d'autres traditions orales du monde. Elle montra comment, dans différentes cultures, les géants étaient souvent liés à des récits cosmogoniques, formant une sorte de langage universel symbolisant les forces premières. Cette vision globale soulignait que les témoignages de Maël ne se limitaient pas à une simple mémoire familiale, mais s'inscrivaient dans une dynamique collective plus large, reflétée dans les mythes et les légendes universelles. Pour approfondir, Gaspard demanda à Maël de relater des passages précis de ses contes ancestraux. Maël parla alors d'une figure, un géant nommé Ottar, qui aurait enseigné aux ancêtres des savoirs liés à l'astrologie et au cycle naturel. Cette figure symbolisait la transmission du savoir sacré, un pont entre les hommes et une source de lumière dans des temps obscurs. Les récits du vieil homme dépeignaient ainsi l'importance d'une mémoire vivante, transmise à voix basse mais avec respect, loin des stridences modernes. Le débat s'intensifia autour de la nature exacte des Néphilim. Thibaut avançait des arguments basés sur l'analyse critique, rappelant que beaucoup de ces histoires pouvaient être des créations symboliques. Pourtant, Clovis objectait, présentant ces découvertes archéologiques comme des preuves tangibles. Cette confrontation, loin d'être un simple conflit, enrichissait la réflexion collective, poussant chacun à nuancer ses positions et à considérer la richesse des traditions orales comme une fenêtre sur des vérités multiples. Héloïse Blanchet prit alors la parole pour souligner l'importance des manuscrits anciens comme pont entre l'histoire et la légende. Elle expliqua que certaines phrases, simples en apparence, recélèrent des couches profondes de sens. Ces textes, parfois fragmentaires, incitaient à une lecture patiente et attentive, fidèle à la complexité des récits transmis. Dans ce contexte, les paroles de Maël prenaient une valeur particulière, éclairant de manière complémentaire ce que les documents écrits ne parvenaient pas toujours à transmettre. Isolde, avec son savoir précis, rappela l'existence d'un rituel ancien que les ancêtres de Maël pratiquaient pour honorer la mémoire des géants. Ce rituel symbolique, mêlant récitation et gestes ancestraux, renforçait le lien entre le passé et le présent. Il conservait vivante l'essence de ces géants, non pas comme des entités mythiques déconnectées, mais comme une force qui avait façonné la destinée des hommes et leur rapport au sacré. Cette idée fit écho chez chacun, ouvrant une piste nouvelle pour comprendre l'impact des Néphilim sur la culture humaine. Au fil des échanges, la figure de Maël devint le réceptacle d'une tradition vivante, incarnant la voix des témoins silencieux. Gaspard observait avec attention la sincérité du récit et l'ampleur de la transmission intergénérationnelle. Oriane conclut que ces mémoires, bien qu'imparfaites, permettaient d'approcher une vérité pluraliste, conciliant le tangible et l'intangible. À travers cette convergence, le mystère des Néphilim ne se résolvait pas simplement par des faits, mais se tissait à travers une trame de récits et d'émotions modérées, mais profondes. Ainsi, cette rencontre entre savoir académique et mémoire ancestrale ouvrait un espace inédit d'exploration.
Chacun, dans son rôle, contribuait à façonner une vision enrichie, où les géants ne se réduisaient pas à une légende isolée, mais représentaient une part essentielle de la quête humaine pour comprendre ses origines. La parole de Maël, mêlée aux analyses rigoureuses de ses compagnons, offrait une passerelle entre passé et présent, invitant à poursuivre la découverte avec curiosité et humilité. Au terme de ces échanges, Gaspard proposa de poursuivre l'étude en intégrant les nouvelles données issues des traditions orales dans les futures recherches. Cette orientation promettait d'élargir les horizons, alliant histoire, mythologie et science dans une démarche apaisée et respectueuse. La nuit avançant, le groupe se prépara à aborder une autre dimension du mystère, conscient que chaque récit contenait une clé pour mieux saisir l'énigme des Néphilim, tout en laissant place à l'émerveillement silencieux. Un patrimoine oublié à redécouvrir. Isolde Marchand observait la grande salle emplie de manuscrits anciens et d'artefacts poussiéreux, gardienne silencieuse depuis des décennies d'un savoir trop souvent oublié. Son rôle ne s'arrêtait pas à la simple conservation de ses trésors patrimoniaux. Elle se sentait investie d'une mission plus profonde, celle de préserver la mémoire enfouie des civilisations et des êtres que l'histoire officielle semblait avoir effacés. Selon elle, il était crucial de reconsidérer ces connaissances dans leur intégralité pour comprendre les racines parfois obscures de notre humanité. Gaspard de Villefort partageait cette vision. Historien et chercheur infatigable, il voyait dans cet héritage un lien tangible entre le monde ancien et nous-mêmes. Chaque découverte archéologique, chaque fragment retrouvé, renforçait la conviction que ce patrimoine méconnu pouvait changer notre perception du passé, notamment en ce qui concerne les prétendus Néphilim, ces géants mystérieux que certains textes anciens décrivent comme des êtres mi-divins, mi-humains. Gaspard ne se contentait pas d'étudier les textes. Il cherchait à éveiller une conscience collective sur la valeur inestimable de ces récits. Héloïse Blanchet, spécialiste des manuscrits, passait des heures à décrypter des parchemins aux écritures illisibles. Son travail minutieux révélait des détails sur des peuples oubliés et leurs interactions avec des entités surnaturelles, parfois représentées comme des anges déchus. Pour Héloïse, chaque ligne traduite était une pièce du puzzle historique qui résistait aux critiques simplistes. Grâce à ces traductions, elle ouvrait des portes vers des mondes que la science conventionnelle avait tendance à rejeter, ce qui provoquait souvent des débats passionnés. Ces débats, Thibaut Lévesque les provoquait avec une rigueur sceptique. Critique acerbe des théories liées aux Néphilim, il considérait ces histoires comme des mythes exagérés par la tradition orale ou les interprétations erronées. Selon lui, la rigueur scientifique imposait de rejeter les spéculations non vérifiables. Pourtant, même si Thibaut défendait une approche rationnelle, il ne pouvait nier l'existence des artefacts découverts par Clovis Desmarais, archéologue convaincu que certains objets défiaient les explications classiques. Ces vestiges, parfois gigantesques et parfois ornés de symboles énigmatiques, soulevaient des questions auxquelles Thibaut n'avait pas encore trouvé de réponse satisfaisante. Clovis décrivait souvent ces découvertes comme comparables aux récits des légendes transmises par Maël Roubaud, un conteur passionné qui, depuis son enfance, puisait dans la mémoire des anciens pour narrer des histoires fascinantes sur ces géants, oubliés. Maël insistait sur l'importance de ces mythes oraux, les considérant non comme de simples fables, mais comme des témoignages critiques pour comprendre les civilisations disparues. Selon lui, lorsque ces récits convergent avec les trouvailles archéologiques, ils dessinent une réalité complexe que les chercheurs sérieux ne pouvaient ignorer. Oriane Fayard, guide intellectuel spécialisé en mythologie, apportait une perspective supplémentaire en situant ces phénomènes dans un contexte culturel plus large. Elle expliquait que les Néphilim et les anges déchus symbolisaient souvent la confrontation entre le divin et le terrestre, le connu et l'inconnu.
Cette représentation influençait profondément les civilisations à travers l'histoire, façonnant leurs croyances et leur quête de sens. Pour Oriane, comprendre ces symboles était une clé essentielle pour déchiffrer ce patrimoine oublié et réinterpréter la nature de notre héritage spirituel et historique. Isolde Marchand réunissait régulièrement tous ces experts dans des discussions passionnées et documentées. Elle insistait sur la nécessité d'un dialogue ouvert, dépassant les oppositions entre sceptiques et croyants, pour bâtir un savoir cohérent. Chaque intervention enrichissait la compréhension collective des Néphilim, loin des clichés spectaculaires, mais aussi des dénis catégoriques. Pour Isolde, cette approche multidisciplinaire était le meilleur moyen de préserver cet héritage fragile tout en le rendant accessible au plus grand nombre. Elle rappela également l'importance de protéger ces sites et manuscrits de la dégradation et de l'oubli, car ils constituaient un lien indispensable entre notre présent et un passé souvent occulté. La mémoire humaine reposait sur ces traces tangibles et immatérielles à la fois, qui, mises ensemble, dévoilaient des aspects insoupçonnés de notre histoire. Préserver ce patrimoine signifiait ainsi honorer la richesse et la complexité de nos ancêtres, tout en préparant un futur éclairé par la connaissance. Dans les jours qui suivirent, Gaspard concentra ses recherches sur un manuscrit récemment traduit par Héloïse. Il contenait des récits détaillés sur les interactions entre hommes et prétendus géants, décrivant des échanges culturels, des conflits et des alliances oubliées. Ces textes prouvaient que les Néphilim n'étaient pas de simples figures mythologiques, mais des acteurs réels, ou du moins perçus comme tels par les peuples anciens. Cette hypothèse ouvrait un champ d'investigation fascinant et permettait de réévaluer la portée historique de ces légendes. Malgré les réticences de Thibaut, les preuves accumulées par Clovis et les interprétations d'Oriane redessinaient progressivement les contours d'une réalité complexe. La confrontation entre les arguments scientifiques et les traditions populaires ne servait pas à discréditer, mais au contraire à enrichir la compréhension d'un patrimoine riche en nuances. Cette démarche exigeait patience et ouverture d'esprit, qualité indispensable pour percer les mystères de ces civilisations disparues. Isolde encourageait également la diffusion de ses connaissances auprès du public, estimant que l'ignorance alimentait trop souvent les malentendus et les rejets. Elle organisait des conférences, des ateliers et des publications destinées à éveiller l'intérêt sans sensationnalisme ni dramatisation excessive. La transmission de ce savoir devait se faire avec respect et rigueur, dans un souci de vérité et de réflexion collective. Ce patrimoine, bien que méconnu, avait le pouvoir de connecter les hommes avec leur histoire profonde. L'histoire des Néphilim et des anges déchus, si elle reste encore partiellement voilée, dévoile ainsi un pan fascinant du passé humain. Elle invite à repenser notre rapport au temps, à la mémoire et à la transmission culturelle. Ce travail de recherche collaborative, mené par des passionnés comme Gaspard, Héloïse, Isolde et leurs compagnons, ouvre une fenêtre précieuse sur des mondes enfouis sous les strates du temps. Chaque découverte éclaire un peu plus les mystères d'un héritage trop longtemps ignoré. Alors que ce chapitre touche à sa fin, la quête pour révéler les secrets des géants oubliés continue de s'intensifier. De nouvelles pistes, de nouvelles énigmes à résoudre amènent naturellement vers l'exploration des civilisations disparues et les traces laissées par ces êtres singuliers. Il reste encore tant à découvrir et à comprendre pour enrichir cette histoire commune qui se poursuit dans le silence des archives et l'écho des légendes. Débat contemporain sur les Néphilim. Dans le salon feutré où la lumière tamisée caressait les vieux livres, Gaspard de Villefort posa délicatement un manuscrit usé sur la table. « Héloïse, ce texte évoque une interprétation bien moins connue des Néphilim, » dit-il avec un calme méthodique. Elle hocha la tête, ses yeux brillants d'intérêt. Effectivement, Gaspard, certains érudits considèrent ces géants
comme des métaphores plutôt que des entités littérales. Thibaut Lévesque, installé en face d'eux, fronça les sourcils. Cela reste une légende, sans preuve tangible. Comment peut-on sérieusement l'intégrer à la science ? Maël Roubaud intervint d'un ton posé, sa voix empreinte de vécu. Les histoires que j'ai recueillies dans les vallées reculées racontent les Néphilim comme de véritables présences, des êtres aux dimensions exceptionnelles, descendants d'anges déchus. Isolde Marchand, toujours attentive, ajouta : ces récits, même si imprégnés de mythologie, méritent une analyse rigoureuse. Ils témoignent d'une mémoire collective parfois oubliée, mais souvent fondée sur des fragments d'histoire. Clovis Desmarais, l'archéologue, fit alors part de ses découvertes récentes. Les artefacts que nous avons exhumés sur le site de Balaam ont suscité un débat fervent. Certains objets, par leurs proportions et leur style, semblent indiquer une civilisation à part, potentiellement liée au récit des Néphilim. Oriane Fayard réfléchit à voix haute. Cela nous conduit à reconsidérer la façon dont les mythes influencent notre compréhension de l'histoire. Les Néphilim pourraient être une clé pour décoder des événements enfouis dans le temps. Gaspard inspira profondément, conscient de l'ampleur du sujet. Il est essentiel de garder l'esprit ouvert, tout en conservant un regard critique. La foi, la science et le folklore se croisent ici de manière complexe, souvent difficile à démêler. Héloïse poursuivit. Nos recherches combinées apportent une richesse nouvelle. Par exemple, l'examen philologique des manuscrits anciens révèle des couches narratives, parfois contradictoires, mais toujours fascinantes. Thibaut ne cessa pourtant de marquer sa réserve. Même si ces textes ont une valeur culturelle, ils ne constituent pas une base fiable pour des théories historiques. Il faut distinguer la légende du fait avéré. Maël hocha la tête, conscient de cette tension entre scepticisme et croyance. C'est justement cette tension qui anime le débat contemporain. Elle nourrit la quête de vérité sans jamais l'épuiser. Isolde, les mains jointes, souligna : les Néphilim incarnent une sorte de mémoire ancestrale, que l'on retrouve sous diverses formes dans différentes cultures. Cela pose la question de leur origine réelle et du sens donné à leur histoire au fil des siècles. Clovis ajouta : les traces matérielles et les récits oraux se répondent parfois de manière troublante. Cela invite à une collaboration interdisciplinaire, mêlant archéologie, histoire, linguistique et ethnologie. Oriane conclut d'un ton mesuré : à ce jour, aucune certitude absolue ne prévaut. Mais le dialogue entre experts et sceptiques enrichit notre compréhension. Chaque élément disparu ou fragment retrouvé devient un pas vers une histoire plus complète. Le groupe acquiesça, conscient que le mystère des Néphilim ne se résumait pas à une simple vérité unique. La confrontation entre foi et raison, science et folklore, faisait de cette quête une aventure intellectuelle passionnante. Tandis que la conversation s'étiolait doucement, Gaspard songea déjà à la prochaine étape, convaincu que les révélations venaient toujours de la confrontation des idées, sur les traces de ces géants oubliés du passé. Cette réflexion ouvrait naturellement la voie à une exploration plus poussée, délaissant pour un moment les débats pour observer les vestiges eux-mêmes. Le mystère qui perdure. Le temps qui passe ne fait qu'ajouter à l'énigme qui entoure les Néphilim. Gaspard de Villefort, au fil de ses années d'investigation, a constaté que le mystère persiste, galvanisant autant les chercheurs que les sceptiques. Héloïse Blanchet, spécialiste des textes anciens, lui rappela souvent que chaque fragment découvert portait en lui des traces troublantes, des indices qui semblaient réactualiser sans cesse la légende des géants et des anges déchus. Pourtant, comme l'indiquait Thibaut Lévesque, critique mordant et voix du rationalisme, ces preuves restaient insuffisantes pour confirmer l'existence réelle des Néphilim.
Maël Roubaud, gardien des récits transmis oralement, offrait une autre perspective. Selon lui, ces histoires fonctionnaient comme des métaphores complexes, reflets de peur et d'aspirations humaines anciennes. Isolde Marchand, quant à elle, avec sa profonde connaissance des cycles historiques, soulignait que les mythes incorporaient des vérités fragiles, souvent déformées par les âges et par des interprétations variées. Clovis Desmarais, ardent défenseur de la dimension archéologique, insistait sur les découvertes tangibles, artefacts mystérieux, mégalithes impossibles à dater précisément, qui pourraient me suggérer une civilisation aujourd'hui oubliée, reliée aux Néphilim d'une façon ou d'une autre. Oriane Fayard animait ses échanges avec son talent de conteuse érudite, reliant les légendes au contexte culturel et explorant leur impact sur la conscience collective. Elle rappelait que, au fond, ce sont ces récits qui nourrissent le besoin humain d'expliquer l'inexplicable. À travers leurs discussions, il devient évident que le mystère des Néphilim dépasse la simple question d'une vérité historique ou scientifique. Il s'agit aussi d'un miroir tendu vers les limites de notre savoir et la fascination que nous éprouvons face à l'inconnu. Ainsi, ce mélange entre faits probables, hypothèses audacieuses et traditions orales crée un univers où le passé se confond avec la légende. La figure des Néphilim continue d'inspirer autant qu'elle déroute. Parfois, il semble que la frontière entre réalité et mythe se dissout au bord des textes anciens qu'Héloïse déchiffre avec tant de soin. Parfois, c'est la rigueur de Thibaut qui rappelle à tous que le doute est la base même de la connaissance. Au milieu de ces débats passionnés, Gaspard demeure l'âme centrale, cherchant avec patience une vérité parfois impossible à atteindre, mais jamais à ignorer. Cette quête collective témoigne d'un besoin profond de comprendre comment des récits millénaires ont été tissés dans le tissu de notre histoire. Elle montre aussi que certaines énigmes, comme celle des Néphilim, perdurent car elles touchent tant à des questions universelles. Qui étions-nous et que savons-nous vraiment de notre passé ? Ce qu'elle révèle n'est pas seulement le mystère des géants, mais la fragilité de notre mémoire, à la fois fragile et résiliente. Ainsi, cette histoire continue d'éveiller notre curiosité et d'alimenter notre imagination, invitant chacun à ne jamais cesser d'explorer. Dans cette lueur d'incertitude, Gaspard et son équipe poursuivent leur chemin, conscients que chaque réponse ouvre la porte à une multitude de nouvelles interrogations. La fascination pour les Néphilim perdure, portée par la complexité du passé humain et la richesse infinie des récits que nous nous transmettons. Cette énigme ancienne, enveloppée de silence et aussi d'espérance, nous invite à regarder au-delà du visible et à nous interroger sur ce que nous avons encore à découvrir. Le mystère, plus que jamais, est vivant. Il hante les archives et les légendes en attendant patiemment celui qui saura le déchiffrer. La suite de cette odyssée attend d'être révélée.